bienvenue pour ce 8e épisode de notre 3e saison des Meetup de DevApps. J'espère que vous avez bien reçu tous l'invitation par email et la relance de Denis. Oui, tout ce qu'il a dit était absolument fou. Je ne suis pas comme ça. Par contre, Richard, pour la prochaine fois, si tu le fais depuis Outlook, on a directement un bouton pour accepter, tu vois. On ne doit même pas ouvrir le ICS qui se trouve à côté. Tu comprends? Oui. Ouais. Si, Mon j'ai un peu message du mal, moi. subliminal pour la prochaine fois. Ouais, les no-codes, j'y arrive pas, quoi. Un de ces jours, je crois qu'il va me l'envoyer balader, il va me dire tu le fais toi-même. Oui, c'est à peu près ça. Bien, donc aujourd'hui, il y a Jérémy qui s'est proposé de nous faire une petite démonstration d'un logiciel, enfin c'est pas un logiciel, c'est d'un outil qui permet de tester, de faire des tests de montée en charge, qui s'appelle, c'est Locust de mémoire, Locust. Et tu as dû, pour faciliter le paramétrage, etc., de cet outil, créer une extension pour Visual Studio Teams. Donc, on verra ça dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, si on a le temps, si vous avez donc, des suggestions de discussion, c'est open bar et on sera ouvert à toutes vos suggestions. Il n'y a rien de bien préparé à ce niveau-là. Donc voilà, on va écouter notre cher Jérémy. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack. Alors, je vais directement partager l'écran, ça ira plus vite, parce que je vais m'arranger pour montrer un certain nombre de petites choses. On va passer par l'habituel PowerPoint. Ça va être court. J'ai cherché à faire quelques slides pour présenter un peu le contexte. Parce qu'on a tous peut-être fait un peu de test de montée en charge à une époque. Moi, je viens de la super expérience qu'on a avec Visual Studio, on pouvait faire plein de trucs. Et pour mon nouveau job, on m'a demandé de travailler des tests de montée en charge. J'ai regardé plusieurs produits, dont Locust. Alors, avant de présenter Locust, je vais vous présenter un petit peu le contexte test de montée en charge pour que tout le monde se mette à peu près d'accord sur le sujet, sur pourquoi on les fait, comment on les fait. Je vous rassure, je crois que j'ai pas plus de 6 slides, ça va aller vite. Alors, très rapidement, aujourd'hui, le terrain de jeu pour tout ce qui va être solution de montée en charge, en tout cas ce que je montre aujourd'hui, se concentre essentiellement pour permettre de tester ce qui se passe au niveau d'une application web ou d'un back-end. Aujourd'hui, quels que soient les outils qu'on va utiliser, on va se retrouver sur la même situation que ce qu'on avait avant quand on avait Visual Studio, qui nous permettait de faire des gros tests de montée en charge, gros tests de stress d'application, à savoir une application web avec une authentification, la possibilité de faire un certain nombre de manipulations d'interface. Par contre, je le rappelle que sur ce genre de test, il ne faut pas rêver d'avoir un certain nombre d'exécutions de scripts côté client. On est vraiment sur le principe de faire des opérations de get ou de post sur des URL pour voir comment va se comporter notre application quand on la stresse. D'accord ? Ça va pour tout le monde. Concernant l'objectif principal, c'est un objectif de vicieux, tout ce qui est stress de l'opération de test de montée en charge, c'est de faire planter l'application. Si votre application elle s'en sort bien, c'est pas normal. Il faut la faire planter. Il faut trouver le point vraiment ce moment auquel l'application va craquer, qu'elle va plus être en mesure de répondre à l'utilisateur et qu'elle va leur envoyer des erreurs. Alors, la plupart des outils qu'on va avoir pour faire des tests de montée en charge, et quand je dis la plupart, finalement c'est quasiment tous, hormis si vous mettez un petit code perso, une erreur pour ces applications-là, ça va être un retour type un code de statut erreur 400, 500 et quelques. Ok. Donc, la finalité, une fois qu'on a fait planter l'application, ce sera déterminer quelles sont ses limites, déterminer quelle est vraiment la capacité, et puis savoir si, en un certain temps, elle est en mesure de se rétablir et donc de revenir à un état normal de fonction. Voilà, en gros. Et puis, si vous êtes dans un contexte, par exemple, vous avez du cloud, sauf chez VH en ce moment, on va dire, tout ce qui va être mis à l'échelle horizontale. Pas de troll, s'il vous plaît. Pas de troll aujourd'hui. Bon, voilà. Tout ce qui va être mis à l'échelle, vous pourrez normalement, si vous avez vraiment poussé très loin
vos tests de montée en charge ou vos tests, toute la partie stress, vous pourrez notamment établir un petit peu à quel moment vous devez changer l'échelle de votre application. Alors, très sérieusement, quand vous allez partir sur les tests de montée en charge, ne faites surtout pas ça sur un environnement de prod. C'est pas conseillé parce que vous allez vraiment faire souffrir votre application. Donc, si en plus vous avez des vrais utilisateurs, ça sera pas cool pour eux. Et puis pour vous, pour vos tests, ça sera tronqué parce qu'en fait, vous aurez des opérations qui relient en parallèle. Donc on prend une application, on la déploie dans un environnement dédié. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de la faire en 2 étapes. Imaginons que vous avez une application qui soit distribuée avec beaucoup de solutions, type de load balancer ou de solutions avec des reverse proxy, de solutions de sécurité en amont. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de le faire sur une application qui va avoir effectivement tout cet environnement, et puis le faire aussi en direct, où vous tapez directement vos serveurs. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir déterminer quelles sont les limitations qui sont induites par tout votre outillage côté réseau, et puis tout ce qui va être limitation propre à votre application. Je pense que ça peut être intéressant, déjà pour vous, savoir un petit peu ce qui se passe dans votre application, et puis de voir aussi avec votre infra ce qui se passe au niveau de votre réseau. Mais jamais, jamais, on fait ça sur une vraie application qui est en production avec des vrais utilisateurs, sinon vous risquez de les bloquer. Ce serait un peu dommage. Alors, concrètement, qu'est-ce qui va se passer quand on va faire un test de montée en charge avec Locust? Locust, c'est un petit outil qui est tout con. On va avoir une application qui est écrite en Python. Alors, il y a un grand engouement autour de Python, tout le monde en parle. Moi, quand je me suis lancé sur Locust, j'ai pris le temps d'aller sur le site Pluralsight et de m'offrir une petite formation Python. J'ai trouvé ça sympa. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Je suis pas hyper fan de toute la hype qui est autour de Python, parce que finalement, pour l'avoir beaucoup utilisé là depuis un mois, je suis pas très copain finalement avec l'outil. Mais Locust, c'est bien le taf. Donc, vous pouvez très bien ne rien connaître à Python et faire du Locust. Moi, j'ai voulu jusqu'au bout, découvrir ce qu'on pouvait faire avec Python et puis découvrir ce qu'on pouvait faire avec Locust. Alors, si on revient juste à l'outil, on a un outil qui est sympa, puisqu'il est open source, il est gratuit, installé très rapidement, donc il n'y a pas de vraie difficulté de ce côté-ci. Concernant les tests, est-ce qu'on va pouvoir faire nous en tant que développeurs? Le truc qui est très sympa, c'est que on est sur un outil qui nous permet d'enregistrer nos tests sous forme de fichiers. Donc on n'est pas un système où on fait des super interfaces, des trucs hyper compliqués. Nous, on va tout mettre dans des fichiers, on va tout enregistrer dans les fichiers. Et la chose qui est sympathique, c'est qu'on va pouvoir avoir un fichier qui contient nos tests et un autre fichier qui va contenir les paramètres de nos tests. Donc dans une démarche DevOps, c'est plutôt sympa, parce qu'en plus, ça va pouvoir être stocké avec votre code. Donc ça va pouvoir suivre les différentes évolutions de votre application. Et vous pourrez très bien faire des rollbacks sur votre application et aussi faire des rollbacks sur vos fichiers tests. C'est assez sympa. Alors moi, je trouve, par rapport à d'autres solutions que j'ai toujours dans le marché, c'est le petit côté qui va être pratique, surtout quand on a des applications qui évoluent. Alors, concernant le fonctionnement à proprement parler, comment ça va marcher quand on va faire un test de montée en charge avec Locust? Ça va marcher de la même manière avec d'autres outils. Le principe, ça va être de simuler dans le temps un nombre croissant d'utilisateurs. Et potentiellement, on peut s'amuser ensuite à faire descendre ce nombre d'utilisateurs. Chaque utilisateur va avoir une liste d'actions à réaliser. On peut très bien avoir des actions qui seront réalisées de manière séquentielle, ou des actions qui seront réalisées de manière aléatoire. Donc avec Locust, on peut gérer les 2 types de scénarios. J'ai mis des petits icônes de personnages différents, puisqu'en fait, dans un jeu de test, on peut très bien imaginer jouer des jeux de test avec des utilisateurs différents. C'est assez sympa. On ne va pas être uniquement borné à dire je fais un type de scénario. Un cas concret, ça peut être on va avoir des tâches qu'on fait réaliser par des administrateurs, par exemple, du site, et en parallèle, on va pouvoir faire réaliser des tâches de consultation par des utilisateurs lambda, qui seront peut-être des utilisateurs anonymes, ou des utilisateurs authentifiés. Donc on va pouvoir faire pas mal de choses avec Locust à ce niveau-là, c'est assez sympa. Alors, la vraie finalité, on l'a indiqué tout à l'heure, les petits intermédiaires qu'on va pouvoir obtenir, c'est on va pouvoir déterminer le calcul, un vrai calcul des temps de réponse de notre application, voir dans le temps, quand on a beaucoup d'utilisateurs, est-ce que ce temps de réponse, il augmente? Est-ce qu'il diminue? Parce que des fois, on ne sait jamais, il peut y avoir des caches, des solutions et autres assez sympas. On va pouvoir avoir une détermination du taux d'erreur. Donc, taux d'erreur, c'est je balance 10 requêtes, j'ai une erreur, bon voilà, on va avoir un calcul par rapport à ça. Et puis surtout, ce qui est assez intéressant, on va pouvoir avoir un log très sommaire,
des erreurs obtenues par le client Locust. Quand je dis des erreurs obtenues par le client Locust, ça va être très sommaire. Il va indiquer le numéro de l'erreur HTTP, enfin du statut HTTP qu'il a constaté, et puis le message générique qui est associé. Donc rêvez pas, vous n'aurez pas des super messages d'erreur fonctionnels. On va vraiment sur du pur technique. En termes de fonctionnement, la typologie de test, elle est assez simple. De base, je me présenterai 2 slides sur le sujet, on va avoir son poste ou un serveur sur lequel on va installer Locust qui va taper notre application à tester. La chose qui est sympathique, c'est que Locust sait faire ça, et c'est aussi fonctionner avec un système de maître-esclave. Alors je suis désolé, au niveau de la nomenclature, c'est pas très à la mode, mais malheureusement, ils ont continué à garder ce vocabulaire de master-slave, donc j'ai gardé le même vocabulaire. Si vous avez regardé dans la doc, vous trouverez exactement les mêmes termes. On va avoir un maître et plusieurs esclaves. Les esclaves vont être chargés de simuler les utilisateurs, de bombarder l'application à tester, et de remonter les informations au fil de l'eau au maître. Voilà en termes de fonctionnement. Oui. Les demandes sont envoyées directement par le Locust ou bien c'est ta machine, je veux dire? Est-ce qu'on utilise l'infrastructure de Locust pour pouvoir tester? Alors, c'est uniquement local. C'est vrai que je n'ai pas forcément été très clair, mais on prend nos machines à nous. C'est notre PC ou notre serveur sur lequel on a installé Locust. C'est ça, ok. Quand tu vas monter ta petite ferme à toi, tu vas pouvoir avoir ton PC avec ton master à toi et tes différents esclaves. Et à aucun moment, on est tributaire d'un prestataire. On est chez nous, donc on peut le faire sur notre réseau, on peut le faire sur Internet. C'est ça, ça peut être on-prem, on-premise aussi. Ouais, Quoi. ouais. C'est ça qui est très sympa dans ce genre de solution. Par rapport à d'autres solutions qui sont sur le marché, qui, c'est clair, hein, l'objectif c'est de donner de la presta. On est là sur une solution où on fait tout ce qu'on veut, comme on veut et où on le veut. Ça, c'est la partie très intéressante. C'est un peu contraire à ce qu'on a avec Visual Studio. On était obligé d'avoir sa solution avec Azure. Et finalement, c'était dans Azure qu'on provisionnait des machines qui faisaient la simulation. Là, on va tout faire à la main. Okay. Voilà sur cette partie-ci. Alors, on va attaquer un peu les démos pour vous montrer un peu comment ça marche. Vous allez voir, c'est pas très sorcier. J'ai préparé trois scénarios qui reprennent les grandes lignes finalement de ce qu'on va pouvoir faire. Avec trois choses très simples. Je suis parti d'un site que je vais lancer. Voilà. Je vais lancer en local, hein, comme ça je suis sûr de ne pas écrouler quelque chose sur Internet, de ne pas me faire blacklister à un moment, du fait du nombre de requêtes que j'ai lancées. J'ai un site qui est tout bête, avec le site de base. J'ai rajouté une petite page, ici, sur lequel on va avoir un compteur, on clique dessus, et puis ça va déclencher l'incrément de ce compteur. Voilà, tout simple. Je vous parlais tout à l'heure du fait de pouvoir avoir des fichiers qui ont contenu les paramètres et des fichiers qui ont contenu les tests. C'est exactement ce qu'on fait ici. C'est-à-dire que j'ai mes fichiers conf qui contiennent les informations liées et d'une au fichier test que je veux lancer, l'autre sur lequel je veux faire mes différentes opérations, le nombre d'utilisateurs qui vont être la cible de mon test. Je souhaite avoir 1000 utilisateurs. Et puis, je vais faire monter ce nombre d'utilisateurs par palier de 100. Donc, on va commencer, on n'aura aucun utilisateur, et puis après, on aura 100, 200, 300. Et on pourra progressivement voir comment l'application évolue au fur et à mesure que les utilisateurs arrivent. Jusqu'au moment où ça pète, ou bien tu donnes une durée? Est-ce que tu peux dire ça va durer 5 minutes, quoi? Alors, tu peux aussi bloquer le test à une certaine durée. Ouais. Tu peux aussi lui faire jouer certains patterns. C'est-à-dire que tu peux avoir un test où tu vas dire dans le temps, donc moi je ne l'ai pas présenté parce que je n'ai pas voulu sur le parti compliqué, mais tu vas pouvoir lui dire à certains instants, tu passes à tant d'utilisateurs, à d'autres, tu passes à moins d'utilisateurs, tu montes et tu descends. Ouais, ok. Surtout si tu veux tester le rétablissement de l'application, ça peut être intéressant. Tout ça, ça peut être fait en ligne de commande. Moi, je ne suis pas très très fan de la ligne de commande. Pourquoi? Parce que ça, faut être honnête, hein, c'est un truc, on va le faire quoi? Peut-être le faire 3 fois dans l'année. Ouais. Moi, je sais que j'ai beaucoup fait dans le temps, hein, on passait du temps. L'avantage avec Visual Studio, c'est qu'on faisait tout était intégré. On reprenait la solution, on la rejouait un an après, ça posait aucun problème. Moi, je me suis très souvent rendu compte que finalement, tout ce que je m'étais fait suivre, mettre en place, n'était jamais rejoué l'année suivante. C'était perdu dans un coin et plus personne n'y prenait garde. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait effectivement une petite extension pour le Locust, j'ai installé sur VS Code. Donc, si vous allez chercher sur l'extension, vous en avez 2. Il y en a une première qui est très sympathique, qui a été faite par un développeur, qui ne fonctionne que dans le contexte où vous avez un Mac pour lancer Locust, et dans le contexte dans lequel vous avez Chrome pour consulter les résultats de vos tests.
Ça limite un petit peu la donne. Donc moi, j'ai fait une extension qui est un peu plus fouillée, sur laquelle on fait plus de choses. Entre autres, je vais fournir des commandes pour permettre aux développeurs d'installer Locust sur leur poste, de faire la désinstallation sur le poste de Locust, et puis de faire les upgrades, parce qu'il faut être honnête, ça c'est un outil que j'installe aujourd'hui. L'année prochaine, il y aura certainement des mises à jour du produit. Je souhaite pouvoir prendre mon Visual Studio Code et directement, elle lance la mise à jour du produit. Je ne me prends pas la tête à connaître toutes les commandes Python. C'est vraiment un monde à part. Donc plutôt que d'apprendre ça et puis d'en revenir dans un an et d'avoir à tout se rappeler comment je lance ça aussi, j'ai fait une petite extension. L'extension est toute bête. Si on prend un fichier qui est en rapport avec Locust, on va avoir le petit icône du Locust ici pour la lancer, et elle va lancer l'exécution de Locust. Alors, je vais le lancer juste pour le fun. Ça va directement me lancer l'application console Locust. Ça va me lancer en fait sur le site finalement qui s'exécute quand je lance Locust, avec les paramètres que j'ai déjà pré-remplis. C'est assez sympa. J'ai plus qu'à appuyer sur Start, et là directement je vais lancer mon test. Donc on a un certain nombre d'opérations, je les décortiquerai juste après, vous inquiétez pas, qui sont en cours. Donc là le système il est en train d'interroger ma machine, il est en train d'interroger mon site, on voit le nombre de réponses par seconde, et puis on commence à avoir des erreurs. Alors, ce qui est plus sympa, c'est qu'on a des systèmes de courbes à côté. Je vais les parcourir en passant par le bas. Donc en bas, on voit le nombre d'utilisateurs, ici, qui augmente progressivement pour atteindre les 1000 que j'ai demandé. On va avoir le temps de réponse avec les moyennes, et puis une petite information des quartiers pour savoir vraiment jusqu'où on va en termes de temps de réponse. Et puis on va pouvoir avoir notre courbe avec les réponses positives, le nombre de réponses qu'on a par seconde, et puis le nombre d'erreurs. Alors, moi, ce que j'ai fait volontairement, là, c'est une petite application, c'est très bien, dans l'application de base, il n'y a rien. J'ai modifié mon code pour qu'il y ait un des contrôleurs, dès qu'on a passé un certain nombre d'appels, quoi qu'il arrive, il renvoie une erreur 500. C'est pour être sûr pour vous fournir un truc bien foireux. Parce qu'aujourd'hui, avec les machines qu'on a, dès qu'on tape quelques milliers d'utilisateurs, c'est rare qu'on fasse vraiment planter l'application. Voilà, donc là, le fonctionnement. La chose qui est sympathique, c'est ce que vous faites là, ce que vous voyez. Vous pouvez prendre le temps d'analyser. Vous pouvez prendre le temps, par exemple, à un moment dire j'édite mes informations, je les change, et je souhaite, par exemple, faire une évolution de passer à 2000 utilisateurs. Mais cette fois-ci, je suis plus violent, je repasse carrément par palier de 1000. Et en fait, il va continuer sur le test qui est en cours, et il va juste changer les paramètres. Et on va pouvoir avoir notre nombre d'utilisateurs qui va évoluer. Donc là, progressivement, il va le faire monter, qui vont évoluer. C'est assez sympathique. La chose qui est vraiment intéressante, ça va être de pouvoir voir les erreurs, parce qu'il y a un onglet pour contenir les erreurs. Donc moi, c'est ma fameuse erreur 500 dont je parlais tout à l'heure. Si vous avez fait des erreurs dans vos scripts Locust, vous verrez les exceptions apparaître ici. Mais la partie qui est la plus intéressante, c'est surtout quand on arrête le test, quand on appuie sur le bouton stop qui est ici, on a directement la possibilité d'aller ici au travers de commande, de demander un téléchargement de rapport. On va avoir ce fichier qui va être présent. C'est un fichier que vous pouvez enregistrer sur votre poste. Voilà, c'est un enregistrement directement dans les fichiers téléchargés. Et ce qui est sympathique, c'est que ce fichier-là, je vais directement le fermer, je vais fermer Locust, je vais laisser mon site. Voilà, je coupe l'application console. C'est un fichier que je vais pouvoir aller chercher dans le fichier téléchargé. Ça, c'est un fichier qui vit dans son coin. Ce qui est très sympathique, c'est que vous allez pouvoir le prendre, vous allez pouvoir le passer à des collègues, et ils pourront jouer avec la courbe des résultats et voir un peu dans le temps qu'est-ce qui s'est passé. Ça, je trouve que c'est un petit truc qui est très sympa. Pour un petit outil qui est gratuit, il y a ce petit côté, on peut jouer des jeux de test, on peut en faire tout un paquet, et après aller voir avec des collègues pour les analyser, pour discuter avec eux de ce qui s'est passé dans le temps. Et on va voir donc les trois courbes, le nombre d'utilisateurs qui augmente ou qui diminue, les temps de réaction, et puis surtout le nombre d'erreurs qui ont pu se produire dans vos tests. Donc voilà au niveau de l'outil, on va dire, dans ces grandes lignes. Après, ouais. Et au niveau, j'allais dire, c'est toujours pareil, c'est comme dirait l'autre, quand tu mesures quelque chose, tu agis sur ce que tu mesures. Est-ce que ça bouffe beaucoup de ressources ou Alors, ça mange pas grand-chose en ressources. Je vais revenir sur la page une fois qu'elle est en bon état. On peut par exemple le relancer, là, vous allez voir, c'est vraiment tout con. Donc là, je vais remonter sur les tâches. Donc en termes de performance. Bon, là, on est sur ma Surface Pro, mais on a quelque chose qui va consommer un petit peu sur le poste. Donc, est-ce qu'on voit les processeurs logiques? Ça pourrait être intéressant. On va sur le moment demander beaucoup à l'instant T quand on fait ces tests.
La machine, elle reste utilisable. La chose qui est intéressante avec Locust, moi que j'ai constaté, c'est qu'on peut utiliser son ordinateur pour faire autre chose, contrairement à une solution qui s'appelle, je crois, de tête Gmeter, que j'ai essayé aussi, qui est une solution Java, qui est bien connue dans le milieu, qui, elle, met totalement à genoux la machine. Là, je peux continuer à utiliser mon poste, même si en théorie, je suis censé un peu la dédier au test, quoi. Ouais. Et pas le faire en Wi-Fi. Ouais. Ah bah après, quand t'as un bon Wi-Fi, ça va. Ouais, c'est tout, ça ne tire pas, ouais, ça va. Non, ça va. C'est pas. Au niveau réseau, tu vois, là, ça reste raisonnable, sachant que j'ai encore mon Teams qui passe dessus. Je trouve qu'on est sur quelque chose qui est vachement bien contenu. Moi, je l'ai utilisé, alors je suis désolé, hein, j'ai utilisé que sur des beaux ordinateurs, c'est vrai, parce que l'ordinateur du boulot, moi j'ai un gros Core i7 avec 32 Go de RAM. Donc c'est vrai que je suis pas allé au bout de mon poste. Voilà, c'est dans aucun des cas. Par contre, on va se retrouver dans la situation à un moment, on va s'apercevoir très vite que on est limité un petit peu au nombre d'utilisateurs qu'on va commencer à simuler. Et là, il faudra commencer à prendre plusieurs machines pour simuler plus d'utilisateurs. Les gens qui travaillent sur le CUST, ils ont bien compris le problème, ce qui fait qu'ils offrent plusieurs solutions en termes de tests. C'est-à-dire que là, je ne l'ai pas présenté, on va regarder un petit peu le code, mais j'utilise le client de base qui est fourni par Cloudcust. Ils fournissent un client pour les requêtes HTTP à côté qui est plus performant, à côté si on veut, pour, en théorie, hein, ils le disent eux-mêmes, simuler plus d'appels à la seconde. Ça ne veut pas dire qu'on aura forcément plus d'utilisateurs, mais on pourra solliciter un petit peu plus le site web. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de Python. Je vais couper mon application. Voilà. Donc, hop là, je retourne dans mon code. J'ai fait 3 fichiers test. Donc, les fichiers de configuration, c'est exactement la même chose. Ce que je vous ai présenté, c'est qu'en fait, on a une possibilité au niveau des fichiers de configuration de faire plein de choses. Il y a beaucoup de paramètres. Ces paramètres, je ne les ai pas inventés, hein. Il y a une documentation qui est vraiment bien foutue au niveau de Locust. C'est le site Locust. J'en profite pour montrer un petit truc parce qu'il y a toujours des personnes qui ont besoin de voir ça à tout prix. Allez, je descends et je vais m'arrêter par là un petit instant. On se rend vite compte qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent et que pour l'essentiel, c'est pas des bras cassés, quoi. C'est des structures qui ont quand même un certain aplomb dans le métier, qui l'utilisent pour faire des tests de montée en charge, dont Microsoft, dont Google et Intel et AWS. Donc c'est des gens qui connaissent bien le monde du web. La partie qui est intéressante, je vais la montrer au niveau de la doc. Si vous allez sur le site, ils vont présenter un certain nombre d'éléments pour démarrer. Et puis surtout, ils vont montrer un certain nombre d'astuces pour aller un peu plus loin. Et je disais, par exemple, ils ont un client HTTP qui est un peu plus évolué, qui permet de faire un peu plus de requêtes. Je crois qu'ils avaient indiqué un rapport, c'est un rapport x5, x6. Voilà, une notion d'un rapport x5, x6 de performance par rapport au client par défaut. Ils fournissent toutes les explications du pourquoi, du comment vous pouvez utiliser ce client pour simuler plus de choses. Honnêtement, moi, pour avoir fait beaucoup de tests avant avec Visual Studio, cette approche, elle me plaît bien d'avoir un client supplémentaire, mais je préfère avoir une typologie maître-esclave, comme je présentais ici. On va pouvoir avoir beaucoup plus de serveurs pour taper une application de différents endroits, et ainsi vraiment ne pas profiter des éventuels mécanismes que les personnes de l'IT peuvent mettre en place pour faciliter les trafics sur le réseau. Et se rendre compte qu'il n'y a qu'un serveur qui sollicite un autre serveur. Bon, on sait que l'IT, on a quand même des gens au niveau de l'administration système, des fois au niveau réseau, qui sont plutôt balèzes et qui arrivent effectivement à optimiser des choses qu'on aimerait ne pas voir optimiser, surtout quand on fait ce genre de test, quoi. Donc là, c'est vraiment avoir beaucoup de serveurs permet de faire beaucoup de choses. Sachant que moi, de ce que j'ai pu voir, on va très très vite arriver. Moi, sur une seule machine, j'ai pu simuler du 2, 3, 5 000 utilisateurs sans problème à distance. Dans le cas où il y a un master slave, il fait le merge des différentes datas en un seul fichier. Il fait le merge de toutes les datas en un seul fichier avec une seule interface. Ça, c'est assez sympathique. C'est-à-dire que le site que j'ai présenté ici, que je lancerai ici, par exemple, on le verra recueillir les informations de toutes les machines qui font partie de ce petit cluster Locust. Mm-hmm. Et en termes de mise en place, c'est pas compliqué. Soit c'est au niveau de la ligne de commande, on indique que telle ou telle instance de Locust, on lance
elle est master et tel autre elle est slave, ou soit on le fait comme je l'ai fait moi ici, puis vraiment l'approche que je conseille, c'est un petit fichier de config qui contient toutes les informations, vous lancez Locust sur les différentes postes avec ces fichiers de config, résultat, vous avez la possibilité de déployer juste avec un dossier, on prend le dossier qui contient tous les scripts, qui contient la configuration, et puis on l'exécute sur chaque poste, et puis justement sur notre site, nous, tranquille ici, on peut consulter les résultats de l'ensemble des nœuds qui font partie de ce petit cluster Locust. Ce qui est assez sympathique. D'autres questions par rapport à ça avant qu'on attaque un petit peu la partie Python? Non, c'est. Alors, Il faut voir la documentation pour voir toutes les possibilités de configuration. Alors, les possibilités de configuration, justement, je me suis amusé un peu à vous faire deux, trois cas un peu génériques. Là, typiquement, on est sur le test le plus courant, le principe. Alors, si vous n'avez jamais fait de Python, faut pas s'inquiéter. J'ai pris le modèle qui est pris à la base, ce qu'on appelle les Quick Start User. Vous pouvez l'appeler Toto, Riri, Fifi, Loulou, hein, ça change rien du tout. Ça va être le nom d'un utilisateur. Le truc qui est sympathique, c'est qu'on peut très bien dire, j'ai créé mon utilisateur ici, je vais pouvoir, moi, créer d'autres classes utilisateurs. Alors, on pense bien, c'est du Python, ça c'est le genre de truc qui énerve. Le système ne vous dira pas qu'il y a une erreur. Si vous appelez deux classes avec le même nom, la deuxième arrivée, ici, prendra la place du premier. Donc moi, ça m'arrivait au début, hein, je me suis un peu arraché les cheveux avec Python. J'en ai déjà plus beaucoup, hein, mais là, ça a été chaud. On va pouvoir, dans son script, mettre beaucoup d'informations. Il faut bien vérifier ce que vous prenez, ce que vous copiez, ce que vous codez à droite à gauche. On va pouvoir très rapidement faire évoluer son fichier test. Vous avez vu, là, j'ai rajouté un deuxième utilisateur. Comment ça se lie un fichier test? Donc vous avez les imports, un peu comme vous avez dans n'importe quel langage. Vous avez vos classes ici, qui seront des classes utilisateurs. Dans la manière d'écrire Python, en fait, le entre parenthèses avec le HTTP user, ça signifie que ma classe, elle hérite de HTTP user. Voilà. Si on prend au sens objet, tel qu'on ferait chez nous sur d'autres techniques. Ensuite, on a un certain nombre de méthodes ici qui sont définies avec un petit attribut task. L'attribut task permet justement à Locust de savoir que cette opération, cette méthode, sera une tâche que lui devra lancer et qu'il devra nous faire remonter dans nos tests. Pour vous faciliter bien le parallèle, par exemple, dans ce que j'ai écrit ici, et puis ce qu'on peut voir dans un fichier de rapport Locust, les petites parties que vous voyez marquées ici counter ou marquées home, ici, en fait, c'est ni plus ni moins que des étiquettes qu'on va avoir choisies ici. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois un petit attribut name, on indique le nom de l'étiquette qu'on veut voir apparaître. Ça va permettre, vous pouvez très bien vous en servir aussi pour regrouper plusieurs opérations. Là, on a un get qui est fait sur une page, on a un post qui a lieu sur la page juste à côté. On va pouvoir les regrouper, ça sous de même étiquette, pour les faire apparaître dans le rapport, dans certaines catégories. C'est assez sympa. Donc voilà un test de base. La petite chose qui est sympa aussi, c'est que ici, en fait, une petite notion ici de wait time, c'est une propriété de l'objet HTTP user. Cette propriété, elle sert à quoi? Elle sert à dire, en fait, pour cet utilisateur, tu vas, sur un délai compris entre 1 et 2,5 secondes, lancer une des tâches qui sont ici. Voilà en gros comment fonctionne Locust. Vous pouvez très bien mettre une constante, ça pose pas de problème. Donc, il lancera à chaque fois une tâche avec un certain délai. La chose qui est sympathique, c'est que là, vous pouvez vraiment vous en servir pour simuler des comportements humains, quoi. On peut très bien dire ici, plutôt que d'avoir du 2,5, je circule entre 1 et 10 secondes, et on va pouvoir effectivement avoir un petit délai entre chaque tâche pour pas avoir quelque chose de trop répétitif, pour pas avoir quelque chose qui soit un peu trop, trop fait par une machine et bien séquencé. Voilà, en gros, sur le fonctionnement. Ce que j'ai fait à côté, c'est que j'ai fait deux autres petits tests pour que ce soit un peu plus sympathique, pour que vous ayez un petit peu les choses finalement qui seront utiles. Il y a une notion qui est assez sympa avec Locust, c'est la notion de tag. Alors ça sert à quoi les tags? En fait, ça permet de noter, comme on le ferait sur d'autres langages, nos différentes méthodes, nos différents tests. J'ai un test ici Go Home, j'ai un test Go Privacy. La chose qui est sympathique, c'est dans mon fichier de configuration, je vais pouvoir jouer avec les tags ici et je vais pouvoir mettre entre crochets la liste des tags que je veux voir jouer. Typiquement ici, j'ai choisi que le statique. Donc là, ça veut dire que concrètement, dans mon test, je jouerai toutes les tâches avec le tag statique et je ne jouerai pas la tâche estampillée data. Ça te permet de faire 250 000 tests et puis après de jouer comme tu veux, quoi. Ouais, ça c'est rangé sympa. par catégorie, quoi.
Ouais, c'est aussi très pratique quand on a besoin de jouer. Enfin, moi, dans le cas pro, moi, mes fichiers, c'est un peu plus complexe. J'ai dû carrément créer une classe à la page de TP user. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai une application qui utilise WCF et on a des bindings custom. Donc, la simple opération du rest ou du SOAP, on ne peut pas la faire. Donc, j'ai carrément fait une classe en Python qui va inclure toutes les entêtes que je veux bien, tous les headers HTTP, et qui va surtout me bien mettre en forme mon SOAP. Voilà. Youpi. Youpi, ouais. T'as dû t'amuser pour ça. Fiddler. Fiddler est ton Oui. ami, tu copies, tu colles les trames. Ouais, d'accord. On fait des très gros fichiers de test à la fin. Vous avez des fichiers Python qui viennent vraiment volumineux. Moi, j'en ai un sur lequel j'ai travaillé cet après-midi. C'est vrai que je suis à 800 lignes. C'est juste des séquences d'appels. On bombarde notre application pour justement voir comment elle va réagir. Et j'utilise beaucoup les tags justement pour vérifier dans mon scénario quand j'ai fait mes tests, tester mon test en fait. Pour vraiment voir ce qui se passe. Quand j'ai mes scénarios, typiquement, moi, ça va pas forcément être d'une page orientée data et orientée statique. Je vais avoir des actions liées à insertion et des actions pardon, qui sont liées plutôt consultation. Je vais pouvoir effectivement avoir des fichiers de configuration ici où je vais jouer au niveau des tags pour lancer un test vraiment sur toutes les opérations de sélection pour voir ce qui se passe quand on est en consultation sur notre application. Et je vais pouvoir aussi jouer des tests pour dire qu'est-ce qui se passe quand je m'amuse maintenant à commencer à faire un peu d'insertion. Est-ce que je continue à avoir ma consultation qui se passe bien? Voilà. On va pouvoir faire pas mal de petites choses comme ça. La chose qui est sympathique aussi, je ne l'ai pas dit, c'est que vous pouvez très bien prendre un PC, lancer un jeu de test. Moi, je me suis amusé à le faire pour court-circuiter mes tests. Avoir vraiment la plateforme de test qui a vocation à faire que de la consultation, où là, je vois les résultats de mes tests de consultation. Et à côté, pour parasiter le test, je m'amuse à lancer un autre locust avec une autre instance sur une autre machine pour cette fois-ci tenter de faire des insertions en plein milieu. Et comme ça, je vais avoir deux rapports, un qui va contenir les parties consultation et une qui va contenir la partie insertion. Ça sera vraiment deux choses séparées et ça me permettra de voir exactement ce qui se passe. Parce qu'il y a aujourd'hui, j'ai vu avec JMeter, j'ai vu avec Locust, j'ai testé avec Cassis, qui est notre solution de test de montée en charge. On n'a pas forcément ces possibilités. Donc, pour feinter le truc, on peut lancer plusieurs instances d'outils de test de montée en charge. Ça peut être assez rigolo. Voilà. Autre chose intéressante sur le fichier de test que je vous ai montré, on a cette notion-là, entre parenthèses, task. Ça sert à quoi? Ça sert à donner une note ou une considération au test. Typiquement, là, vous avez 3 tâches. On a celles-ci qui auront 5 fois plus de temps, de chances de se lancer que les autres. Voilà. Ça va vous permettre de jouer. Typiquement, vous voulez que toutes les tâches ont le même nombre de chances de se lancer. Vous mettez la même valeur partout. Si vous voulez qu'une tâche ait moins de chances de se lancer, vous mettez 1. Voilà. Et le système va lancer de manière un peu erratique vos différents tests. Ça peut être pratique. Je sais pas, par exemple, vous avez des situations, enfin, nous, on a le cas, on a une application vraiment, on a une partie vraiment de jeu. Je vais lancer un formulaire, je vais faire la consultation d'informations, et puis je vais sélectionner un moment une information dans ce formulaire. Et on a des utilisateurs qui, typiquement, vont être dans la situation où on va leur afficher toute la liste d'informations, et puis après, ils vont cliquer frénétiquement à droite à gauche. Avec ce genre de scénario, je peux très bien avoir une tâche qui va être dédiée, imaginons la première, qui sera dédiée au fait d'afficher les informations. Donc, typiquement, je vais mettre une progression à 1, puisque celle-ci, on lance une fois. Et puis, par contre, je vais avoir la partie clic frénétique, où là, je vais dire, celle-ci, j'ai un poids de 100, par exemple. Ça peut vraiment être sympa pour faire quelque chose qui ne soit pas non plus hyper séquentiel. Je pense que c'est le petit truc qu'on n'a pas forcément sur toutes les plateformes de test montée en charge. Voilà. Et alors, quand on a des données à envoyer ou ce genre de choses, Eh parce que là, on a des requêtes qui sont c'est relativement prévu. simples. Tiens, regarde, je t'ai vu Ouais. arriver. Ouais. Je t'ai vu arriver. Non, c'est techniquement, quand on a des requêtes un peu plus complexes, moi je l'ai fait sur une simulation un peu simple, c'est souvent ce qui se passe avec une authentification. On va avoir souvent une opération de poste. Au niveau de l'Opus, ils ont prévu le nécessaire. C'est-à-dire qu'on a une méthode qui s'appelle unstart qu'on définit, typiquement, qui va être lancée une fois quand l'utilisateur sera instancié. Il va lancer l'unstart, donc il va faire tout le process d'authentification. Là, j'ai fait un process qui est assez simple. On poste des informations fromage JSON, on récupère l'information fromage JSON, on récupère la propriété ID de l'objet, on la met de côté dans cette propriété qui s'appelle user ID, qui est ici, j'ai déclaré tout là-haut, et on va pouvoir le réutiliser dans les différentes tâches.
Ce genre d'opération, là, je l'ai fait sur un scénario simple d'authentification. Ça peut très bien être sur la donnée pour, par exemple, créer des utilisateurs, les récupérer, rajouter des informations sur ces utilisateurs, ainsi de suite. Ça va être à chaque fois ce même type de mécanisme. C'est pas hyper compliqué. Hein. Ouais. Mais par contre, on n'a pas le même mécanisme qu'on avait avec Visual Studio où on pouvait faire un record Non, de... non. Moi, mon Non. record, c'est Fiddler. Ouais. C'est déprimant. Hein. C'est ça, quand on vient de Visual Studio, qu'on a un outil tout intégré, on enregistrait, on faisait des super sessions de test, on enregistrait tout, puis après on rejouait. Mais j'ai pas. Il y a JMeter qui se voudrait un petit peu faire ça, mais finalement, c'est pas du tout la logique en fait. Initialement, c'est une interface web dans laquelle on fait toutes nos manipulations et après on peut potentiellement on extraire des fichiers de test. Locust, c'est la logique inversée. On crée un fichier de test et puis c'est parti. La Visual Studio était vraiment sympa à ce niveau-là, parce que la capture des tests était plutôt sympathique, elle était très intuitive, elle était directement dans Visual Studio, c'était pas un outil supplémentaire. Ah, c'était plutôt cool. Hein. Alors après, il y a la question, c'est, j'allais dire, c'est qu'est-ce qu'on en fait des résultats des tests, quoi. C'est quand est-ce qu'on dit, bah, mon projet, enfin ma solution, elle répond bien à une montée en charge qui est importante ou elle n'est pas importante ou ce genre de choses, quoi. Moi, j'ai jamais eu la réponse. Alors moi je l'avais avant sur une chose qui était bête, c'est que quand on le faisait avec toute la partie build, automatisation des builds sur Azure DevOps, enfin anciennement TFS avant, la chose qui était sympathique, c'est qu'on pouvait jouer des tests directement en sortie de build. Donc on pouvait comparer les résultats par rapport aux précédentes builds et voir l'évolution en termes de performance, évolution positive ou régression. C'est sympathique. Aujourd'hui, apparemment, ce genre de solutions existe encore sur des solutions payantes. J'ai vu Cassis qui le fait entre autres. J'ai cru comprendre qu'il y en avait d'autres. Il y en a un autre, je crois, qui s'appelle Gatling ou quelque chose comme ça. Ce sont des solutions, effectivement, alors, le même mécanisme. On va avoir un script et l'objectif est effectivement de pouvoir jouer ces jeux de test en sortie de build et pouvoir comparer par rapport aux précédentes builds et voir des évolutions positives ou négatives sur l'application. Ouais, après, moi, j'ai toujours la question, c'est un site web, il va vite ou il va pas vite. Est-ce que c'est 1000 utilisateurs? Après, tu vois, tu as tellement de paramètres sur lesquels tu peux jouer. Et j'allais dire, si tu es suffisamment malin, tu peux peut-être faire dire un petit peu ce que tu veux au résultat des tests. Enfin, Ouais, tout à fait. C'est super touchy et je pense que une approche qui est peut-être bonne, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire entre chaque test, d'avoir exactement la même approche pour pouvoir comparer entre les deux solutions. Mais bon, ton jeu de test, il évolue forcément au fur et à mesure. Puisque les développeurs peuvent rajouter des pages, etc. Et tu peux avoir des résultats à la fin qui sont différents, quoi. Ouais, moi, c'est ce qui me dérange le plus. C'est qu'il faut vraiment que le jeu de test suive l'application. Et quand l'application évolue, enfin, nous, on n'est plus pas dans ce cas-là. Hein. Moi, c'est en termes d'évolution. En plus, je suis sur des parties WCF. Moi, j'ai fait des tests là. Je sais que je vais pouvoir tous les mettre à la poubelle. Ouais. C'est souvent le cas. Hein. Si tu ne maintiens pas tes tests sur le long terme avec l'évolution de l'application, tes tests ne servent à rien, quoi. Moi, je sais qu'on utilisait une application qui s'appelle Web Performance il y a une douzaine d'années. Je viens juste de chercher parce que je n'ai pas utilisé depuis et ça existe toujours. Et on automatisait parce que c'était des sites pour l'assurance. Donc, après chaque release, justement, c'était pas automatisé dans la build parce qu'à l'époque, c'était pas possible avec cet outil. Mais on faisait justement des séries de montées en charge pour tester et voir si on avait eu des retours en arrière de performance ou si on avait gagné en performance, ce genre de choses. Mais si tu ne maintiens pas tes tests, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose. Après, il y a le problème de maintien des tests, et puis après, il y a le problème des évolutions et des optimisations qu'on voit suite aux tests. Moi, typiquement, dans notre contexte, à nous, nos projets, sur l'application WCF. Alors, moi, si tu veux, WCF et moi, on a un gros passif. Hein. Mon premier MVP Award, je l'ai eu grâce à WCF.
Donc forcément, j'ai commencé à jeter un œil ce que je pouvais faire en termes d'optimisation de tuning sur nos bindings. Les réponses, elles ont sauté aux yeux parce que ça fait des années que je le fais. Et résultat, je sais que ce que j'ai fait là en termes d'optimisation, c'est foutu. Enfin, même mes messages, maintenant j'ai des messages, on n'a que des applications .NET, donc inévitablement, j'ai fait sauter tout le SOAP. Il est passé à la benne. On a des échanges qui se passent maintenant avec effectivement un encodage uniquement binaire. Donc moi, quand je reprends ma trame avec Fiddler, j'ai voulu la refaire mâcher par Locust, il m'a hurlé dessus sur les codes du TF8 et ainsi de suite, et pour lui, il n'arrive plus du tout à gérer mes trames, quoi. On arrive très vite aux limites des outils. J'ai commencé à regarder avec d'autres outils si effectivement on pouvait faire sauter ces limites. Mais à partir du moment où on commence à faire du spécifique, on est vite embêté. J'ai voulu regarder s'il y a des solutions qui existaient avec gRPC, parce que gRPC. Ouais, j'avais posé la question. Eh ben non, on est exactement la même problématique en fait avec gRPC. Donc c'est voilà, on a notre RAM, il faudrait, et là avec Python, l'avantage c'est qu'on peut très bien le faire. Il faut avoir son client dans son application de test de montée en charge. Et Python le permet, ce qui est assez sympathique. Donc on peut pouvoir charger nos fichiers pour la partie proto, pour la partie proto-buff pour gRPC, et on va pouvoir charger les fichiers proto pour ensuite tester notre application. Et on est vraiment à faire du test de montée en charge avec du spécifique. Python le permet, par contre, je mets des gros guillemets sur il le permet, il faut y consacrer beaucoup de temps. Il y a une espèce de hype autour de Python, je trouve très sympathique, il y a un gros engouement, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont emballées dessus qui n'ont jamais joué avec Python. Parce que pour faire une véritable application, moi je ne me vois pas faire ça avec Python. Non, franchement, là, ça a arraché les jeux. Enfin, certains trucs, moi, juste d'héritage, j'ai fait des erreurs. J'ai perdu 1-2 heures certains jours parce que justement, j'avais fait une erreur, j'arrivais pas à la trouver, quoi. Ouais. Oui, après, il y a l'outillage. Il y a Didier qui demande si c'est possible d'enregistrer les performances du serveur qui subit la charge. Alors moi, c'est ce que j'ai fait, forcément, parce que l'objectif, c'est pas de rester juste avec son outil. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place des compteurs de performance sur le serveur. Je suis sur du Microsoft, donc je n'ai pas le souci des compteurs de perf. Et j'ai regardé ce qui se passait côté compteur de perf. J'ai pas trouvé de solution qui faisait tout. Il y avait une solution qui faisait tout, ça s'appelait Azure, avec Visual Studio. C'est traumatisant, on en revient toujours au même truc. Non, j'ai pas trouvé aujourd'hui de solution qui fait tout. C'est vraiment dommage. Microsoft a arrêté son produit. On peut encore le faire avec 2019, mais il nous conseille d'arrêter. Mais j'ai pas trouvé de vrai produit qui le remplace. Alors, j'ai vu qu'il y a des solutions qui étaient nombreuses, mais assez coûteuses quand même, pour faire des tests de montée en charge. Je vais faire un petit test. Est-ce que vous pouvez lever la main, pas physiquement, dans Teams, ceux qui font des tests de montée en charge sur leur projet actuellement? Mais non, mais Cédric. Allez, je la monte. Ça marche, regarde. Oui, ça marche. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui lève la main. Laurent, t'en fais pas, toi? Non, je me tire. Si on l'a déjà fait une fois dans sa vie, ça marche? Ou c'est actuellement? Ouais, si on l'a déjà fait, oui. C'est ça. Si c'est actuellement. C'est souvent ça. C'est souvent ça. On le fait une fois dans sa vie sur un projet et puis on le refait pas après. Moi, je fais plus de web, alors. Le projet évolue quand même. Ça m'était arrivé, on avait fait le test et avec les outils d'Azure DevOps, on avait bombardé l'appli et l'appli, alors qu'elle était lente, on savait qu'elle était pourrie, et l'appli répondait super bien parce qu'on tapait dans le cache. Les mecs, ils avaient mis toute une couche devant pour cacher des trucs, et en fait l'appli jamais il tapait dedans, et c'était hyper dur d'avoir un comportement qui tapait pas dans le cache. Il faut voir aussi ce qu'on fait, effectivement, parce que rien n'empêche d'avoir des tests de perf qui sont peut-être tout pourris et tu sais que ça pète, et puis on te dit, bah c'est pas grave, on passe quand même en prod, quoi. Mais il vaut mieux que ça pète. Ça casse. Moi, j'avais galéré, c'était pour construire des plans de montée en charge qui étaient réalistes par rapport à l'usage. Oui. Ça, c'est balèze. Ouais, moi, j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Parce que tout le monde arrivait au même moment le matin, donc il fallait monter. C'était un truc de ticketing. Et donc, dans la demi-heure, tout le monde se connectait, donc il fallait faire un truc de montée en charge hyper rapide et puis une descente aussi hyper rapide. Et c'était pas évident avec Azure DevOps, il fallait générer soi-même le nombre d'agents qu'il fallait mettre. C'était un peu galère, ça. Et puis après, tu peux imaginer d'utiliser un outil comme Clarity, qu'on a présenté dans un podcast fabuleux,
pour savoir justement quel est le trafic sur son site, pour avoir des tests qui représentent véritablement quel est le trafic en réalité, quoi. C'est une bonne idée, ça, Richard. Et donc, comme ça, tu peux utiliser le même outil pour le mettre sur ton serveur de prod et tu augmentes tes stats. C'est ça. Oui, voilà. Et pourquoi tel jour, à 5h, entre 5h et 6h, on a eu 3000 utilisateurs qui sont connectés en même temps? À partir d'une seule IP. Avec une seule IP. Tu peux aussi mettre des outils de monitoring qui vont venir voir ton truc toutes les heures ou toutes les 10 minutes pour voir si tu es en ligne. Pas mal pour monter tes stats aussi. Justement, tu parles d'adresse IP. Toi, tu as fait tous tes tests ici dont tu parles, c'est sur des serveurs internes, pas sur des serveurs Azure. Donc, j'ai fait les deux. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait pour le boulot sur notre infra à nous, sur les instances dédiées. Et j'ai fait aussi sur Azure, sur un de mes sites à moi. Il y a des choses particulières à devoir regarder parce que c'est des questions que je me suis posées aussi. Je n'ai pas fait ça, mais c'est-à-dire, on parle on va faire 3000 requêtes en 3 minutes sur un serveur Azure. Est-ce qu'il n'y a pas des process, je suppose, des process automatiques d'Azure qui bloquent les IP ou qu'il faudrait désactiver, des choses comme ça? Alors, quand tu lis la doc d'Azure, normalement, tu es censé les prévenir avant. Moi, j'ai pas prévenu. Ils disent aussi que tu es censé les prévenir quand tu fais une audit, parce qu'effectivement, ils sont en mesure effectivement de mettre en place certaines de sécurité ou de les faire sauter à ce moment-là pour justement que tu puisses bien faire tes tests. Oui. C'est ce qu'ils indiquent. Je ne l'ai pas fait. Moi, je l'ai fait sur un site web, donc non pas sur slot de prod, mais sur des slots qui servaient au déploiement. Et sur ce slot, je me suis amusé à regarder au niveau de la console ce qui se passait, au niveau d'Azure. Donc c'est assez intéressant. Je me suis amusé aussi à augmenter le nombre d'instances pour voir l'incidence directe ou pas. Donc c'est vrai qu'on peut voir des choses assez sympas avec Azure. Hein. C'est plutôt cool. Mais il n'y a pas de blocage, tu n'as pas eu de problème de ce côté-là, quoi? Non, j'ai eu aucun blocage. Okay. Par contre, j'ai tout fait à partir d'une seule adresse. Ça fait partie des IP que de toute façon, moi, j'avais autorisé sur cette instance pour un certain nombre d'opérations. C'était au niveau de quoi? Pourquoi j'ai rajouté mon adresse? pour la partie SQL Server. Ah oui, ouais. oui. Voilà, donc peut-être qu'effectivement, le système a vu le rapport entre mon IP et puis le site que je testais. Mmh. Oui, parce que s'il y a une tentative d'intrusion, ils devraient bloquer ce genre de choses, quoi. Ouais, ils sont censés bloquer. Hein. En tout cas, c'est ce qu'ils indiquent. Hein. Ouais, bon, moi, j'ai fait sur des... faut voir pour Microsoft qu'est-ce que c'est qu'une tentative d'intrusion. Si tu fais un test de, comme on dit ici, 3000 users, pour eux, c'est peut-être minable, je veux dire, en termes de quantité de données par rapport à des intrusions, je ne sais pas. Oui, puis après, tu as toute la notion d'entête. Hein. C'est vrai qu'au niveau des entêtes HTTP, moi, c'était clairement indiqué que le client était Locust. Donc, potentiellement, peut-être qu'ils font des vérifications aussi. Ils voient un petit peu le nombre d'opérations. Tu vois que les trames sont identiques. Hein. Moi, j'avais joué avec quoi, une vingtaine de messages. Et puis en Python, j'avais fait une paire de boucles pour aller chercher des pages par des ID qui étaient générés de manière aléatoire. Ça fait que j'ai tapé beaucoup de contenu, j'ai pas eu de problème. Mais c'est des tests, j'ai fait des tests vers un quart d'heure, pas plus d'un quart d'heure à chaque fois hein, sur Azure. Et le produit en lui-même, tu sais s'il évolue fréquemment, est-ce qu'il est en plein boom en ce moment ou Alors il est pas spécialement en plein boom. Par contre, moi je suis allé voir sur GitHub, parce que maintenant un produit qui est open sur lequel il n'y a pas un site sur GitHub, je me méfie. J'ai vu que sur GitHub, il y avait quand même pas mal d'issues, les gens ils faisaient régulièrement des tours, tu as des utilisateurs qui soumettent des problèmes et des corrections. Moi par exemple, je faisais cet après-midi là, avec mes informations, mes messages en binaire, je suis tombé sur un certain nombre d'issues où je me suis rendu compte que la personne avait posté l'issue, donc il y a plusieurs mois, dans les 2 jours qui suivaient, ça avait été corrigé, quoi. Et la personne s'excusait parce qu'effectivement c'était une bourde. Donc je trouve que ça me semble plutôt pas mal, en tout cas comme suivi des quelques bugs que moi j'ai regardé parce que ça m'intéressait, je me sentais concerné. Alors ça n'avait rien à voir avec mon problème, mais bon, voilà quoi. Et sur le GitHub, ils ont l'air assez actifs. Alors j'ai pas regardé ça, j'ai pas regardé sur le temps, si sur les 6 derniers mois c'était hyper actif ou autre. En tout cas, j'ai trouvé du contenu, j'ai trouvé à chaque fois mes réponses. C'est pas un produit sur lequel je suis tombé sur des impasses. Ouais, pour l'instant, moi, ça me correspond. Ouais, modification, il y a 7 jours, la dernière modification. Donc, ouais, tu vois. Ça a l'air assez actif, quoi. Et il y a 166 contributeurs. Donc, ok, bon, bah écoute, super. Très intéressant. Ouais. Moi, je pense qu'on va jouer. Hein. Ouais. Vous aimez DevApps? Alors venez nous soutenir.
en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. Justement, tiens, puisqu'on est dans la partie test, là on était dans la partie test de montée en charge, il y a les tests d'UI aussi. Je sais que j'ai un client là qui a un employé qui fait des tests d'UI à Tire-Larigot. Enfin, il est à temps plein là-dessus. Et c'est sur une application WPF, je crois. Est-ce que vous... Tu sais ce qu'il utilise comme outil? Non. On va lui demander. Ouais, pourquoi? T'es intéressé? Ça m'intéresse. Ouais. Et puis il y en a un autre, lui, par contre, c'est aussi les tests d'UI sur le site web. Mais ça, effectivement, ça va être complètement abandonné par Microsoft. Là, j'ai pas suivi cette histoire. Ils l'ont annoncé en 2019 apparemment, et ils ont reporté un petit peu le délai. Les services se sont coupés, je crois, en milieu d'année 2020, parce qu'il y a des services qui étaient associés sur Azure. D'accord, mais quand tu le faisais chez toi? Quand tu le faisais chez toi, il n'y avait aucun souci, tu peux toujours le faire avec Visual Studio. Ouais. Mais tu le fais à partir de ton poste avec Visual Studio sans profiter de toute la notion de ferme qu'on pouvait avoir dans Azure, où là, ça crée des machines en quantité pas possible. Ce qui était génial. Ouais. Et donc, ça, pour le futur, il faut trouver une solution remplaçante, parce que dans Visual Studio 2023, quand il sera là, on aura pu, ça disparaîtra comme on a d'autres déjà dans 2019, non? Ils ont retiré déjà, je pense, le modèle. Tu sais plus créer des nouveaux. Tu sais utiliser si tu l'avais déjà créé avant, mais je pense pas que tu sais en créer des nouveaux aussi. J'ai pas regardé si tu peux créer des nouveaux. Il me semble que j'ai eu un problème comme ça, que je savais plus le créer. Là, j'avais une version précédente, ce qui évidemment était chiant. Et donc j'étais passé sur une autre solution équivalente à ce que tu dis, mais purement en C# et en programmation, quoi. Mais bon. Ok. Bon, écoutez, ce fut fort intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres suggestions, des news qui sont passées, à part les problèmes de nos petits copains d'OVH et les problèmes de Microsoft aussi avec Exchange, d'ailleurs, tant qu'à faire, autant parler de tout le monde. Moi, j'ai pas entendu les problèmes. OVH, oui, ils ont brûlé, mais Microsoft, c'était quoi? C'est une faille dans Exchange. Voilà. C'est pas Microsoft qui a des problèmes, c'est les clients d'Exchange. Ouais. Ah, oui. C'est Exchange on-premise, quoi. C'est pas toutes les versions. Toutes les versions. Ouais, toutes les versions. Même les très vieilles. Même les très vieilles. Ouais. Ils ont fait un correctif. Ouais. Ah ouais. Ouais. Bien, écoutez, merci à vous tous. Laurent, est-ce que la semaine prochaine, tu seras prêt? Non. Clairement pas. Allez. Non, clairement pas. Clairement pas. Bon. T'as le temps de mettre ton nom sur la vidéo, donc tu as le temps de faire. Ça, c'est 30 secondes, mon gars, quand tu sais comment faire. C'est ce qu'ils disent les devs. Ah non, c'est pas possible. Ça. Donc la semaine prochaine, on aura une démo de Dart par Laurent. Écoutez, je ne sais pas encore ce qu'on aura la semaine prochaine. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas sur le Slack à les donner. Et écoutez, bonne fin de semaine. Merci à toi, Jérémy, pour cette présentation. Et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Salut. Salut.